Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette séquence webinaire consacrée au BIM et au sujet de la sémantique. Alors, je préviens tout de suite, pour éviter les frustrations, le sujet est extrêmement complexe et le voir en 20 minutes me force à prendre énormément de raccourcis. Donc, si certains d'entre vous ont des questions un petit peu plus spécifiques, en tout cas qui demanderaient une petite discussion un petit peu plus que les 10 minutes qui restera pour répondre aux questions à la fin du webinaire, prenez mes coordonnées qui apparaîtront à la fin et je serai ravi de discuter avec vous de ces sujets. Alors, je me présente juste avant de commencer, histoire que vous mettiez un CV au-dessus de ma tête. Donc, moi, Rémi Lano, je suis le responsable du pôle construction, département construction numérique et BIM du CERIB. Et j'interviens sur différents sujets au niveau institutionnel, travaux nationaux, sur le BIM, ADN Construction et le plan BIM 2022, BIM Smart France, un petit peu à Mind en normalisation, et spécifiquement pour l'industrie béton, sur tous les sujets qui sont liés au développement du numérique dans l'industrie du béton, mais également dans l'industrie de la construction de manière générale. Donc, les sujets que je traite sont liés, vous l'avez compris, au BIM et à l'industrie, principalement. Alors, on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le BIM a pris un virage intéressant au-delà de la 3D. Vous entendez beaucoup parler, j'imagine, d'objets BIM. Qu'est-ce que c'est que les objets? C'est très simple à comprendre de manière, on va dire, de manière assez light. Vous avez une maquette numérique, avatar d'un ouvrage construit ou d'un ouvrage à construire ou au-delà exploiter, démolir. Et cette maquette numérique est composée d'une multitude d'objets, objets, systèmes, composants. On va garder le mot objet parce que le mot objet, vous allez le voir, il apparaît beaucoup dans des sujets de normalisation. Donc on va garder le mot objet. Ce qu'il faut bien comprendre, et par analogie, c'est qu'une maquette numérique, ça ressemble à une boîte de Lego dans laquelle vous avez des objets à assembler et l'assemblage de ces objets va créer un ouvrage, va préfigurer un ouvrage. Donc maquette, objet, imaginez la boîte de Lego et les petites briques qui vont avec. C'est à peu près la même chose. Si on va un peu plus loin, l'objet, comment il se définit? Là aussi, c'est une manière assez pragmatique, et c'est un petit peu un raccourci. Vous avez trois manières de définir un objet qui sont totalement complémentaires. La première de ces manières, c'est sa géométrie. Bon, très facile à comprendre. Vous prenez une table, une chaise, une porte, un mur, ça se définit d'abord par une géométrie spécifique. Cette géométrie, dans notre maquette numérique, elle est 3D, c'est-à-dire qu'on peut la visualiser dans toutes les dimensions et avec toutes les caractéristiques données pour définir cette géométrie. Facile. Le deuxième sujet, lui, commence un peu à émerger, c'est l'objet quelque part de l'intervention d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'information sémantique. L'information sémantique, c'est quoi? C'est tout ce qui permet de décrire l'objet au-delà de sa géométrie. La table est en bois, elle a 4 pieds, elle est rouge. Bon, ben, ces trois informations sont des informations sémantiques. Une porte, elle est pareille, elle est en bois, elle a une fenêtre qui permet de faire rentrer autant de lumière. Il y a des informations sur sa provenance, ça aussi c'est de la sémantique. Donc l'information sémantique, en complément de la géométrie, permet de définir plus précisément l'objet. Enfin, la troisième composante, elle est liée au comportement de l'objet. C'est-à-dire que chacun des composants d'un bâtiment, d'une construction, d'une infrastructure, de la même manière, va, au regard d'autres objets, avoir un comportement spécifique. Ce comportement peut également être simulé dans une maquette numérique. Donc l'objet en lui-même doit pouvoir contenir les éléments qui permettent d'analyser, de prédéfinir, de prédire le comportement de ce dernier. C'est ce qu'on appelle le comportement. On ne verra absolument pas ce sujet-là au cours des prochaines minutes. Ah ben, j'avais anticipé un petit peu ce que j'avais fait. Ah oui, alors, je vais revenir quand même, parce que c'est intéressant de faire la remarque. Aujourd'hui, quand on vous parle de BIM, on vous parle d'abord de géométrie 3D. Le BIM est apparu
notamment en France, d'abord par la géométrie 3D, ça se comprend très facilement, ce sont des technologies qui sont maîtrisées, qui ne sont pas si récentes que ça, puisque bon nombre de logiciels de CAO et DAO travaillent en 3D depuis plus de 30 ans, donc c'est absolument pas un sujet, c'est un sujet qui est absolument connu. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que l'information sémantique, elle commence à apparaître dans les maquettes numériques. Sur certains logiciels de modélisation, je ne vais pas faire de pub, vous avez ce qu'on appelle des paramètres, vous avez des propriétés. Ces propriétés, ces paramètres permettent de définir des informations sémantiques. Ça commence à apparaître, c'est pour ça que c'est dans une couleur différente par rapport à la géométrie. Le comportement, là on commence à peine à effleurer le sujet. Vous avez très peu de modélisation, de conceptualisation qui permettent de simuler aujourd'hui la totalité des comportements des objets. C'est un sujet qui est en devenir, pour lequel la technologie va apporter beaucoup et a besoin d'évoluer, évidemment. Je continue. Derrière la notion d'objet, il y a une autre notion qui apparaît, qui n'est pas nouvelle, c'est la notion de modèle. On entend beaucoup parler de modèle d'objet, on va définir tout à l'heure ce qu'est un modèle d'objet. Avant ça, on va revenir à la notion de modèle parce qu'il faut bien comprendre à quoi ça sert. Le modèle, ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Je prends souvent l'exemple des cathédrales. À l'époque des cathédrales, avant de construire quoi que ce soit, on s'amusait à faire des petites maquettes pour s'assurer que ça allait tenir. C'est un peu la photo que vous avez devant vous. Une clé de voûte, on l'a simulée, on l'a modélisée au travers d'une petite maquette et on s'assurait que ça allait marcher. Le modèle, aujourd'hui numérique, sert strictement à la même chose. Il va théoriser une réalité pour ensuite simuler son comportement et définir des informations qui lui sont attachées. Donc, le modèle reflète la réalité et renvoie de l'information. C'est ce qu'il faut retenir pour comprendre les modèles d'objets. Un modèle d'objet tel qu'il est défini aujourd'hui comme étant pour un objet BIM se définit par ce qu'on appelle des propriétés. Vous vous souvenez, l'information sémantique. Ces propriétés sont liées à plein de choses dans l'objet. Sa dimension, bah oui, donc là on renvoie sur des propriétés géométriques, longueur, largeur, épaisseur et tous les éléments qui permettent de définir spatialement l'objet, mais également des propriétés qui sont liées à son comportement mécanique, à de la thermique, à des référentiels techniques, réglementaires, normatifs, tout ce que vous voulez. En gros, cette liste de propriétés, elle sert à définir intégralement l'objet. Et ces propriétés, elles sont elles-mêmes définies par ce qu'on appelle des attributs. Une propriété a une définition, elle s'exprime dans une unité, elle a des valeurs bornes, elle a une cardinalité, elle provient de tel référentiel local ou tel référentiel global. Ces attributs permettent de caractériser les propriétés. Je continue. Alors, où est-ce que ça coince? Parce que évidemment, si c'était si simple, ça fait très longtemps qu'on le ferait, qu'on travaillerait en BIM et qu'on ne se poserait pas la question, je ne vous ferai même pas le webinaire que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que pour pouvoir travailler à partir de ces objets, il faut forcément définir un langage commun pour les lire, pour les comprendre. Et là, là le bât blesse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la construction, alors quand je dis l'ensemble, c'est une généralité qu'il ne faut pas prendre spécifiquement pour telle ou telle relation, mais dans son ensemble, les acteurs de la construction ont beaucoup de mal à se comprendre et quelque part à partager de l'information à partir des objets. Pourquoi? Parce que le langage en tout cas de manière générale, n'est pas forcément commun. Un industriel ne va pas forcément parler entre guillemets la même langue avec une entreprise. Un revendeur ne va pas forcément parler la même langue avec un de ses clients. Un maître d'œuvre ne va pas forcément parler la même langue qu'un maître d'ouvrage. Quand je parle de langue, je parle évidemment de la langue de définition des objets. Donc, pour ce faire, il faut évidemment travailler sur la définition du langage commun. Et c'est la pierre angulaire du BIM sémantique, cette définition du langage commun. Ce sujet du BIM sémantique, aujourd'hui, est vu et travaillé par le biais de la normalisation. Principalement de la normalisation, en vue de quelque part de le déployer dans les années qui viennent sur nos logiciels, sur nos solutions, sur nos projets, en fait. Alors, le diagramme que vous avez en face de vous, celui d'abord à droite, en tout cas, c'est comme ça que je vais vous le présenter.
Pour pouvoir définir un objet, on a besoin de caractériser d'abord des process métiers qui sont liés. C'est tout le sujet des IDM, Information Delivery Manual. Je ne vais pas aller plus loin, je vais vous donner un exemple un peu plus loin, qui sont définis dans des normes, je vous ai donné le chiffre, enfin le numéro, pardon. C'est aussi des sujets qui sont liés à la manière dont on va modéliser les processus. Peut-être que vous connaissez le langage BPMN, il y en a d'autres, hein, qui sont également définis dans des cadres normatifs. Donc, premier élément pour définir un objet, sa manière dont on va l'utiliser dans un métier, le process. Seconde manière, enfin second élément pour définir l'objet, sa terminologie, cette histoire de langage. Et là, on est sur la définition de l'objet et de ses propriétés. La norme, les deux normes qui aujourd'hui, on va dire, régissent un petit peu ces mécanismes. La première, on la connaît bien, la 23386, PREN 23 000, ISO 23386. Elle est issue de travaux français liés à PPBIM. Vous avez certainement entendu parler de PPBIM. PPBIM est derrière l'expérimentation qu'il y a eu avec le PTMB sur POBIM. Donc ça, c'est une norme française, expérimentée en France, fabriquée en France, expérimentée en France, et qui va devenir, dans les mois qui viennent, une norme internationale ISO. La deuxième norme, c'est celle qui régit les dictionnaires de propriété, on va en parler tout de suite après. L'ISO 12006-3 qui régit les mécanismes, le fonctionnement des dictionnaires de propriété interconnectés. Enfin, dernier sujet lié à l'exploitation des objets, c'est la donnée en elle-même, ce que l'objet va contenir. Donc ça, c'est le sujet qui est d'abord lié aux IFC, le format interopérable des IFC, mais également des sujets liés au MVD, la manière dont, on va dire, les process métiers sont lus par une solution, par un soft, par une application, mais également des sujets liés au BCF, vous avez peut-être entendu parler des BCF, BIM Collaboration Format, qui permet d'échanger de l'information qui n'est pas forcément liée à un objet, mais qui est liée à une vue métier. Là aussi, je fais un raccourci assez grossier, mais c'est un petit peu les petits tags qu'on peut avoir sur des maquettes numériques en disant « Tiens, j'ai vu tel problème, je crée un BCF pour dire que j'ai vu tel problème sur la maquette ». Voilà pour planter le décor normatif autour des sujets de la sémantique du BIM. Plus précisément, dans le monde BIM sémantique, je reviens un petit peu sur cette question de process métier. Aujourd'hui, pour pouvoir délivrer, partager de l'information entre les acteurs, il est nécessaire au préalable de définir les processus, les activités en fait, qui régissent ce partage d'informations entre les acteurs. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple basique de BPMN sur un échange d'informations entre un concepteur, une entreprise générale et un fournisseur d'une solution technique pour un produit particulier. Donc, je disais au préalable, je travaille pour l'industrie du béton, pour l'industrie de la construction. Ce genre de diagramme est assez connu dans le monde de l'industrie. Il doit servir aujourd'hui à justement définir les informations nécessaires à la bonne compréhension de l'application de l'objet, de l'utilisation de l'objet dans une maquette. Et donc, les sujets de définition, de modélisation des processus sont à la base de la sémantique à partir des objets. Là aussi, je ne vais pas aller plus loin. On pourrait en parler pendant des heures. Le sujet qui est connexe à cette question de langage, de compréhension du langage, eh bien, c'est une notion, elle non plus, qui n'est pas nouvelle. C'est le sujet des dictionnaires. Pour pouvoir se parler, basiquement, vous me comprenez, je parle français. Pourquoi vous me comprenez? Parce que vous connaissez la définition des mots que j'utilise. Alors, vous ne connaissez pas par cœur la définition du dictionnaire. Néanmoins, vous êtes capable de vous rattacher à un référentiel de définition de la sémantique, du mot, au travers d'un dictionnaire, le Larousse, le Robert. Ça, c'est une marque, en tout cas, d'une instance qui est capable de régir, de gérer la définition des mots, des propriétés des objets pour notre sujet. C'est un petit peu le Collège de France, hein, c'est un petit peu pareil. Les dictionnaires de données sont nécessaires pour pouvoir comprendre, pour pouvoir partager les données au travers des objets dans une maquette numérique. À quoi servent ces dictionnaires? Ils ont quelque part un double rôle. Le premier, c'est ce que j'écris en haut du diagramme, c'est de capturer une sémantique métier. Les dictionnaires ont pour but d'abord de capter des savoir-faire, de capter des connaissances,
et de les intégrer en leur sein. Ces connaissances, elles viennent d'où? Elles viennent d'un corpus. Alors ça peut être un corpus normatif. L'ensemble des normes peuvent être définies comme étant des propriétés, et on peut en établir des listes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des savoir-faire, il y a des référentiels techniques, il y a des règlements qui peuvent également être définis comme des propriétés à intégrer dans des objets. Donc, premier élément, premier objectif pour les dictionnaires de propriété, c'est capturer une sémantique métier. Le deuxième objectif, c'est de rendre cette sémantique métier partagée, l'intégrer dans des modèles. C'est pour ça que j'ai défini la notion de modèle tout à l'heure, c'est que cette sémantique, il faut qu'elle soit partagée dans des supports, des modèles d'objets. Et là, le format IFC nous y aide, puisque le format IFC défini comme des classes va appeler la définition des classes par lesquelles il est structuré. Il y a derrière des sujets d'interopérabilité. Il faut s'assurer que le format IFC est capable de comprendre chaque définition. Derrière, vous avez des sujets également du Unix-Smart Data Dictionary, qui est un dictionnaire à part entière et qui permet en gros de définir les objets tels que formatés dans l'IFC. Bon, là aussi, je vais pas aller plus loin. On pourrait en parler des heures. Il y a des spécialistes en France qui savent très bien parler du sujet. En tout cas, gardez en tête qu'un dictionnaire de propriété, dans une optique sémantique objet, sert à capter cette sémantique, à capter la connaissance pour la redistribuer, l'intégrer dans des modèles tels que des maquettes numériques. Je continue. Allons un petit peu plus loin justement dans la structuration des objets. Donc, on a dit au départ qu'un objet, c'est un ensemble, c'est une liste de propriétés. Ces propriétés sont définies dans ce qu'on appelle des dictionnaires et l'objet va aller capter dans le dictionnaire les propriétés nécessaires pour le définir. Donc, ça se comprend assez facilement. Je vous ai fait un schéma qui est très simple. Qui montre les points, ce sont les propriétés. Les propriétés, on peut les regrouper, on va dire. Alors, je l'ai mis en anglais property set. En gros, c'est chaque propriété, on peut avoir des propriétés thermiques, des propriétés acoustiques, des propriétés structurelles. Donc, on les regroupe par paquet, on peut les regrouper par paquet. Un gros paquet de propriétés peut définir un objet, un modèle d'objet. Et pour que ce modèle d'objet devienne réellement un objet, on va aller affecter des valeurs à ces propriétés. Et je vous ai remis la liste des attributs des propriétés telles qu'elles sont définies dans les normes, notamment la 23386. Donc ça part du nom d'une définition, du nom d'abord, de sa définition, d'une référence à des documents, des éléments de mesure, des unités, j'ai marqué des frontières, des liens, les propriétés en elles ont des liens. Ces liens doivent être définis dans les attributs des propriétés. Et plein d'autres sujets. Le dernier est intéressant, un GUID. Chaque propriété dans un dictionnaire doit avoir un identifiant unique pour pouvoir garantir son unicité, tout simplement. Donc voilà, ce schéma résume de manière très synthétique, très schématique, comme son nom l'indique, ce qu'est une propriété, comment une propriété contribue à la détermination d'un objet. Hop, il nous reste 2 minutes dans le timing. Si on devait retenir une chose, donc les dictionnaires d'objets, ce qu'il faut retenir, l'objet, le modèle d'objet et la liste de propriétés récursives. Pourquoi? Parce qu'une propriété va servir à plusieurs objets, tout simplement. C'est ce qu'il faut garder en tête. Donc le modèle d'objet, c'est la liste récursive des propriétés associée à une 3D qu'on peut imaginer paramétrique, pourquoi pas, avec des principes de comportement, c'est ce que je vous disais au préalable. L'objet en lui-même, c'est le modèle d'objet associé à des valeurs dans les propriétés, des valeurs paramétriques, des valeurs géométriques ou des valeurs de comportement. Et la liste de propriétés, elle, doit être définie dans le dictionnaire. Voilà comment on peut assurer le partage de l'information au travers des objets dans une maquette numérique. Je crois que j'arrive au bout, non, pas tout à fait. Je reviens un petit peu sur le principe de l'utilisation des dictionnaires. Comment fonctionne un dictionnaire, comment est géré, comment est créé un dictionnaire, enfin, comment est créée une propriété dans un dictionnaire. Un dictionnaire sert d'abord à consulter cette liste de propriétés associées à un objet. Donc on consulte, on peut proposer de nouvelles propriétés dans un dictionnaire. Elles doivent être validées par un collège d'experts, c'est ce fameux Collège de France. L'information ensuite elle est diffusée par des demandeurs, elle peut être ajoutée dans le dictionnaire, elle doit être tenue à jour. Il y a une question de maintenance du dictionnaire.
voilà, enfin, là aussi, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet. Il y a derrière la gestion, la maintenance d'un dictionnaire, il y a forcément une question de logiciel. Aujourd'hui, il y a des softs qui sortent pour créer des dictionnaires. Je ne vais pas citer de noms parce qu'il y en a quelques-uns, certainement je vais en oublier. Il y a des services de gestion du dictionnaire. Derrière un dictionnaire, on peut y attacher des services qui permettent, on va dire, de valoriser les propriétés qu'il y a derrière, intéressant. Et il y a des questions, alors là, pour le coup, je suis totalement incompétent dans le sujet, il y a des sujets de web service, de web sémantique, de link data, de big data, de tout ce que vous voulez. Ça ouvre le champ technologique vers des sujets de gestion de l'information à grande échelle, dit big data et compagnie. Voilà un peu pour les sujets du dictionnaire. J'en ai terminé, 20 minutes c'est court, c'est ce que je vous ai dit. Je prends des questions éventuelles si vous en avez. Vous avez mes coordonnées à la fin du webinaire. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail, contactez-moi sur LinkedIn. Je serai ravi de discuter avec vous de ces sujets-là si vous avez, s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez des suggestions, j'en sais rien. Je n'ai pas du tout la science infuse sur ce sujet-là. Je participe à pas mal de projets qui tendent à, on va dire, définir ces fameux objets, ces fameuses propriétés, et à rendre compte de la juste prise en compte de la connaissance des règles métiers, des savoir-faire dans les maquettes numériques. C'est un petit peu l'objet de mon point de vue, c'est l'objet du BIM de manière générale. Voilà, on a pour l'instant pas trop de questions, j'ai encore 10 minutes de parler, mais je peux meubler s'il faut, sans problème. Sans problème, je vais peut-être revenir un peu en arrière, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a peut-être pas tout dit et j'aurais pu dire un peu plus. Là, ce qui est intéressant sur ce schéma-là, si vous deviez retenir un schéma, si vous deviez retenir quelque chose de ce webinaire, je vous conseille de retenir en tout cas cette slide-là, parce qu'elle est très intéressante. Vous comprenez bien que sans ce dictionnaire de données, sans ce dictionnaire de propriété, vous n'êtes pas capable de faire le lien entre la connaissance d'un côté et la manière dont on va vouloir la partager. Donc, aujourd'hui, les dictionnaires de propriété pour des objets BIM est central. Il n'y en a pas beaucoup, des dictionnaires de propriété aujourd'hui qui existent. Bon, j'en ai cité un tout à l'heure, le BIM Smart Data Dictionary. Très intéressant parce qu'il se relie au format des IFC, néanmoins, il est incomplet. Et c'est la raison pour laquelle il y en a d'autres qui émergent aujourd'hui, des dictionnaires nationaux, des dictionnaires liés à des normes et des dictionnaires métiers. Alors, on a une question, PPBIM va devenir l'ISO. PPBIM va devenir l'ISO, en effet, donc la XPP 0750, qui était le nom d'artiste de la norme PPBIM, a été portée au CEM et à l'ISO et a suivi tout le schéma normatif, tout le processus normatif et devrait sortir début 2020 en tant que norme ISO 23386. Alors il y a des petites différences entre les deux normes si vous connaissiez un peu PPBIM. Bon, je ne vais pas m'étaler sur les différences parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Néanmoins, la norme 23386, elle va s'appliquer à l'international. Et c'est elle qui fera référence, qui sera la référence pour le développement des propriétés pour des objets BIM. Ça, c'était pour la question qui m'a été posée. J'espère que vous avez la réponse vous convient. Je reviens un peu sur le schéma en attendant qu'il y ait d'autres questions qui reviennent. Donc, je disais, les dictionnaires sont centraux, vont devenir centraux dans les années à venir pour cet échange d'informations entre les objets. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dictionnaires qui existent. J'ai cité le DSDD, il y en a d'autres. Là aussi, c'est exactement comme des dictionnaires de langue. Des dictionnaires, il y en a plusieurs, il doit y en avoir plusieurs. L'essentiel, c'est que ces dictionnaires soient interconnectés. Une définition d'une propriété lambda dans un dictionnaire ne doit pas être en incohérence avec la définition de cette même propriété dans un autre dictionnaire. Quand je dis incohérence, c'est-à-dire qu'il faudra s'assurer, et c'est aussi un peu le but de la norme 23386, il faudra s'assurer de l'interconnexion des propriétés, des connaissances dans ce dictionnaire. Et là, c'est un sujet qu'on entreaperçoit aujourd'hui. Il y a des initiatives diverses qui sont lancées sur ces sujets-là d'interconnexion des dictionnaires. Aujourd'hui, je crois ne pas dire de bêtises en disant qu'il n'y a peu ou voire pas de dictionnaires interconnectés réellement au sens de la norme.
Néanmoins, des dictionnaires existent, BSDD, je l'ai cité, d'autres, il y en a un très connu norvégien, voilà, qui est en train d'émerger. L'AFNOR en France travaille sur un dictionnaire de propriété lié aux normes, au référentiel normalistique. Très intéressant parce que celui-là, il va permettre de lier à la fois, de relier les objets à des références, au référentiel des normes, donc c'est très intéressant. Et il y aura des dictionnaires, j'imagine, propres à certains métiers, des dictionnaires qui traiteront que de thermique, des dictionnaires qui ne traiteront que d'environnement. Là où ça devient intéressant, c'est que ces dictionnaires, finalement, on peut imaginer qu'ils existent déjà. Vous connaissez peut-être les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Elles serviront de base à la définition des propriétés liées à l'environnement. Donc, aujourd'hui, la connaissance, on l'a. Il s'agit vraiment de la traduire dans ces langages pour une lecture numérique. Voilà un peu la suite de l'histoire. Est-ce qu'il y a d'autres sujets pour lesquels j'aurais pu aller un peu plus loin? Non, pas forcément. Je disais tout à l'heure, je ne vais pas aller plus loin sur l'utilisation du dictionnaire. Dans la norme 2386, on définit précisément la vie d'une propriété depuis son imagination jusqu'à sa création dans le dictionnaire, en passant par sa validation par un collège d'experts et jusqu'à sa mise à jour et sa réutilisation après son interconnexion. C'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit quand même que il n'y a pas de place pour l'improvisation quelque part. Une propriété, si elle passe par le processus de validation pour un dictionnaire, elle sera fiable. C'est ce qu'on cherche aussi à avoir, c'est garantir la fiabilité, la qualité de la donnée dans une maquette numérique. Pour en garantir la qualité, on va déjà garantir la qualité de la propriété en elle-même. Donc, cette question de dictionnaire, encore une fois, est fondamentale. Elle est là pour garantir quelque chose, garantir les savoir-faire, j'en ai parlé, garantir au final la qualité, la juste qualité des informations dans une maquette numérique. Derrière, les autres sujets pour lesquels on pourrait aussi débattre, c'est tout ce qui est en amont de la caractérisation d'une propriété. On rentre dans des sujets d'ingénierie des exigences, si vous connaissez un peu ces sujets-là. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage, un donneur d'ordre, pour pouvoir qualifier un projet, va définir un besoin. Ce besoin se décrit au travers d'un certain nombre d'exigences. Ces exigences peuvent être au final, une fois qu'elles sont bien décrites, affectées à des objets dans une maquette numérique. Les propriétés sont là pour les compléter, pour y répondre. Donc, ces sujets de projet, besoin, exigence, objet, sémantique, dictionnaire sont totalement intégrés et constituent la base réelle de ce qu'on appelle aujourd'hui le BIM sémantique. Et dans le titre, si je reprends le titre que j'ai pris pour ce webinaire pour avoir un petit peu un titre accrocheur, pas de BIM sans sémantique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas capable de faire transiter de l'information au-delà de la géométrie, évidemment, dans une maquette numérique, bah, quelque part, l'objet de la maquette, ça ne vaut pas grand-chose. En tout cas, ça ne vaut que sur une appréciation visuelle liée à sa géométrie, à tout ce qu'on pourrait en faire, à tout ce qu'on pourrait faire de la géométrie. Ça ouvre des perspectives sur la conception, évidemment, mais également au-delà, l'aspect performantiel, l'aspect exploitation, et demain, l'aspect exploitation, l'aspect démolition et l'aspect réutilisation. On est dans des... Aujourd'hui, il y a une volonté collective de travailler sur l'économie circulaire de manière générale, d'imaginer que le bâtiment d'aujourd'hui ne sera pas le bâtiment de demain, il aura d'autres usages, il servira à autre chose, soit en bloc, soit directement démoli pour reconstruire quelque chose. Si on n'est pas capable de capter la sémantique, c'est-à-dire capter l'information liée à l'objet, aux composants, en gros, de l'ouvrage, et à leur réutilisation, eh bien, dans 20, 30 ans, on ne sera pas capable de réutiliser les matériaux et les produits. Donc, pour en revenir au sujet initial, il est impératif de travailler sur ces questions de sémantique liées, contenues dans les objets, reliées à des dictionnaires de propriété pour garantir la connaissance véhiculée par les objets et demain se servir réellement de l'information contenue
pour la conception, l'exploitation et au-delà de la démolition. Voilà, j'en arrive au bout. Il y a peut-être encore une question qui va émerger. On va attendre de voir pour l'expression, puis après je me rappelle un exemple de comportement. Basiquement, parce que je vois une porte à côté de moi, vous prenez une maquette numérique, quand vous placez une porte dans un logiciel de modélisation, ça découpe le mur et ça vous dit ma porte est contenue dans le mur. Ça, c'est un comportement. Un autre comportement, je sais pas moi, un mur a une résistance thermique, par exemple, et il est posé sur un plancher qui lui aussi a une résistance thermique. Et les résistances thermiques, elles ne vont pas s'additionner, elles vont chacun influer l'une sur l'autre. C'est ça aussi un comportement. Est-ce que le mur est capable d'intégrer dans ses propriétés la notion comportementale comportementale thermique vis-à-vis d'une autre, on va dire, définition d'une résistance thermique. C'est ça un peu un exemple de comportement. Et aujourd'hui, il y a des logiciels qui le font en paramétrique. Néanmoins, on n'est pas encore vraiment au clair sur la définition de ce comportement directement dans les propriétés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de lien entre les propriétés. On touche un petit peu du doigt ce sujet-là, mais ce n'est pas encore réellement implémenté technologiquement dans les softs aujourd'hui. Voilà, le webinaire prend fin. Je vous remets une dernière fois donc mes coordonnées si vous avez des questions un peu plus détaillées, si vous voulez discuter avec moi de ces sujets-là. Je vous répondrai avec joie. Je vous remercie de m'avoir écouté déjà. Et je vous dis à bientôt sur un autre webinaire avec Webikeo. Merci.